Bien, bonjour tout le monde. Donc, je vais d'abord remercier Dorian et Étienne pour l'invitation. Et ça m'a permis de me replonger un petit peu dans cette période et dans ces chantiers que j'ai analysés depuis ma thèse. Donc, l'idée, moi, c'est plutôt de m'adresser aux étudiants plutôt qu'à tous les spécialistes de l'histoire ici, puisque on a quand même beaucoup d'erreurs dans les copies. Quand les copies évoquent Vichy, donc il y a des tartes à la crème qui reviennent. Donc l'idée, c'est au moins de vous parler à partir d'un exemple qui n'est pas tout Vichy, mais au moins de comprendre ce qu'a pu être cette éducation des corps dans une organisation. On a vu hier qu'il y avait d'autres institutions, mais voilà, celle-ci, c'est la plus importante, on va dire, en termes d'organisation de jeunesse sous Vichy, puisqu'elle concernera à peu près 400 000 jeunes. Donc la thématique, elle aborde la crise. Alors la question qu'on se pose, c'est est-ce que Vichy est une période de crise? Donc si la crise est vue comme une notion de rupture ou de basculement ou de division, oui, bien sûr qu'il y a une crise institutionnelle, il y a une crise économique, une crise idéologique, mais en même temps, Vichy, et c'est toute la complexité, c'est aussi la cristallisation de discours, de visions sociales qui apparaissent dans les années 30. Donc il y a une forme aussi de continuité. Donc c'est toute la complexité de cette période. On a bien vu hier, entre le Front populaire et Vichy, il y a quand même beaucoup de continuité. Alors en termes d'éducation, pour reprendre la thématique sur laquelle je vais m'arrêter, c'est est-ce que Vichy est traditionnaliste ou innovant? Donc moi, je vais essayer de vous démontrer à travers l'exemple des chantiers de jeunesse qu'on peut trouver justement de la tradition, mais aussi de l'innovation. Et l'idée ici, à travers cette communication, c'est de croiser l'histoire institutionnelle, alors l'histoire d'en haut, et comme disait Jean hier, l'histoire d'en bas, à travers notamment la réaction des jeunes. Et pour reprendre aussi ce que disait Olivier hier, on est ici entre le dire et le faire. Et on va voir qu'il y a quand même des sacrées différences entre ce qui est proposé et la réalité. Voilà. Donc, ces chantiers de jeunesse, ils s'inscrivent dans un ensemble d'organisations, dans tout un réseau de mouvements qui visent à contrôler et endoctriner la jeunesse pour en faire ce qu'on appelle, je vais reprendre les mots de Georges Lamiran, qui est secrétaire d'État à la jeunesse, pour en faire le fer de lance de la Révolution nationale. Et donc les chantiers vont être dans cette optique-là, c'est-à-dire que l'idée derrière, c'est d'endoctriner ces jeunes à travers le culte du maréchal, à travers tout un discours anticommuniste, anti-gaulliste, voire là on peut en discuter, voire antisémite. Donc en ce sens, les chantiers s'inscrivent dans le programme plus large de régénération physique et morale de la jeunesse, à travers notamment une figure qu'on retrouve aussi dans les différents pays, c'est la question de l'homme nouveau, qui est mise en avant par Vichy. Donc là, évidemment, qu'il y a des références avec ce qui peut se passer en Italie, en Allemagne ou dans d'autres pays. Donc les chantiers, c'est quoi? Les chantiers, c'est une organisation qui est officialisée le 31 juillet 1940 et qui mobilise donc tous les jeunes de 20 ans, alors les jeunes garçons de 20 ans, à effectuer un stage pendant 8 mois dans un groupement des chantiers de jeunesse. Donc c'est différent bien évidemment d'un mouvement de jeunesse comme on a pu voir hier avec les éclaireurs. C'est-à-dire qu'ici il n'y a pas le choix, on n'est pas sur le volontariat. C'est-à-dire que les jeunes sont mobilisés comme le service militaire. Alors évidemment il y a des exceptions, etc. Mais ça veut dire que vous ne pouvez pas vous soustraire, sinon vous pouvez être sanctionné, vous pouvez faire de la prison. Donc ce stage des chantiers, alors uniquement les garçons, et il va être justement dans cette optique un peu eugéniste, de reformer, de régénérer, de revitaliser la jeunesse, comme on a vu, qui est stigmatisée, puisque ça serait à cause d'elle que les soldats français ont perdu contre les Allemands en juin 40. Et donc, l'optique des chantiers, elle est vraiment éducative, puisque les chantiers sont rattachés au ministère de l'Éducation nationale jusqu'en mars 1943. Et bien évidemment que la question du corps va être prépondérante dans ces chantiers. Mais au-delà de ça, les chantiers sont dans une optique plus d'éducation générale, qui est vraiment qui est portée par Vichy, puisqu'on va y retrouver aussi bien une éducation intellectuelle, une éducation technique, une éducation morale, patriotique et bien évidemment une éducation corporelle. Et donc pour ce faire, les hommes
les hommes de Vichy vont, les hommes des chantiers vont utiliser, vont s'inspirer d'un certain nombre de méthodes pédagogiques qui vont faire des chantiers une forme de syncrétisme pédagogique qui en fait un petit peu une innovation, mais en même temps avec l'utilisation d'un certain nombre de méthodes qui sont déjà traditionnelles. Donc vous voyez que l'ambiguïté, voilà. Donc si on regarde un petit peu quelles sont les références pédagogiques, eh bien, la première grande référence, c'est le modèle militaire, puisque les chantiers et les groupements des différents groupements sont dirigés principalement à 95%, voire plus, par des officiers. Mais ce ne sont pas n'importe quels officiers, c'est ce qu'on appelle les officiers éducateurs. C'est-à-dire que ce sont, pour un certain nombre, des officiers qui réfléchissent depuis les années 30 sur l'éducation de la jeunesse. Alors, à travers l'armée, mais au-delà. Puisqu'on va voir qu'il y a aussi beaucoup d'anciens scouts qu'on va retrouver au sein des chantiers. Et donc, ces différents officiers éducateurs, qui s'inspirent notamment des écrits de Lyautey sur le rôle social de l'officier, vont prendre les différentes places, et notamment, on va en trouver beaucoup dans les écoles de cadres, qui vont être dispensées, qui vont former des futurs chefs de groupe, des futurs chefs d'équipe. Et donc, on va retrouver tout ce réseau au sein des postes clés dans la formation. Autre grande référence, c'est le scoutisme, hein, puisqu'un certain nombre de chefs et de hauts responsables sont des anciens scouts, comme le plus important, c'est-à-dire le général de la Porte-du-Teuil, c'est-à-dire le commissaire général au chantier, qui lui est l'ancien commissaire adjoint des scouts de France en Île-de-France, mais il n'y a pas que lui, hein. Donc on va retrouver dans les chantiers tout, on va dire, le modèle scout, hein, une vie en plein air, la débrouillardise, la vie en équipe, l'esprit d'équipe, les veillées, etc. Un certain nombre d'éléments qu'on va retrouver dans les chantiers. Ensuite, alors là, moins influent, mais on va trouver aussi dans les chantiers des enseignants ou des universitaires qui peuvent venir prendre la place de chef, c'est-à-dire grâce à un détachement de l'éducation nationale. Et donc ces enseignants, pour la plupart, vont aussi donner des cours, notamment pour les illettrés, pour les analphabètes, ou pour faire passer certains le certificat d'études primaires. Il va y avoir aussi des universitaires qui vont venir faire des conférences autour des grands thèmes de Vichy. Donc voilà, il y a une ouverture aussi des chantiers vers, on va dire, l'enseignement secondaire et l'enseignement universitaire. Et enfin, le rôle, on va dire, prépondérant de l'aumônier, puisque comme le dit de la Porte-du-Teuil, hein, on ne fait pas une société sans Dieu, donc il va y avoir une espèce d'éducation, alors je ne sais pas si on peut dire à la spiritualité ou à la religion, mais en tout cas les aumôniers ont une place prépondérante, hein, dans la formation de ces jeunes pendant tout leur stage. Et donc, dans cette éducation générale, bien évidemment, il y a une grande place pour l'éducation corporelle, puisqu'il s'agit, encore une fois, de former l'homme nouveau. Et donc, cette importance de l'éducation corporelle, elle va passer par différents dispositifs. Ce projet, voilà, il vise à endurcir et viriliser les corps. Et donc, ça va passer dans les chantiers par, notamment, la vie en plein air. Alors, je vous ai mis quelques photos. Donc, les jeunes vont vivre une vie rudimentaire, hein, qui va poser beaucoup de critiques, là, je pourrais y revenir, hein, si vous avez des questions. Donc, ils vont dormir soit dans des tentes, soit dans des baraques en bois. Ils vont, vous voyez, se laver à l'eau froide, torse nu, etc. Ils vont vivre notamment en moyenne et haute montagne, donc l'endurcissement par le contact, on a vu ça hier avec Sylvain, autour de la nature bienfaitrice. Ils vont aussi travailler, évidemment, parce que derrière, il y a aussi un effort économique et aussi autour du manque de main-d'œuvre. Donc, il y a un effort de rénovation aussi autour de l'économie nationale. Et donc, le principal travail, ça va être de travailler dans les forêts. Donc, le travail d'abattage d'arbres, de fabrication de charbon. Mais dans l'optique chantier, ce travail-là, s'il est bénéfique pour l'économie du pays, il est surtout formateur pour les jeunes. C'est-à-dire que le travail devient un élément d'apprentissage d'outils techniques. Alors, il y a le forestage, mais ils vont participer à des vendanges, ils vont participer à des moissons, ils vont construire des routes, ils vont construire un certain nombre de choses.
Donc tout ça, ça fait partie de l'endurcissement du corps. Et voilà, dans cette optique eugéniste, hein, eh bien, ces corps des jeunes, ils vont être contrôlés et mesurés. C'est ce que disait hier Yacine. Hein. Eh bien, dans cette volonté vichiste, il va y avoir un suivi de l'état de ces jeunes à travers notamment la fiche d'éducation physique qui, au cours de ces 8 mois, va prendre des mesures, soit des performances, voilà, on va dire entre guillemets sportives, mais aussi les mensurations, la spirométrie, les lordoses, etc. Donc il va y avoir tout un suivi, et ça aussi dans une optique propagandiste, bien évidemment, parce que l'objectif c'est de montrer l'utilité du stage pour la jeunesse française dans l'optique de la, on va dire, de la nouvelle France voulue par Pétain. Et donc, il va y avoir aussi un classement des jeunes, comme on a vu hier avec Yacine, c'est-à-dire les forts, les faibles, enfin les forts, les moyens, les faibles et les inaptes. Et une des innovations, si on peut dire ça, c'est que les inaptes ou ceux qu'on appelle aménagés vont être dans un groupe à part qu'on va appeler les jeunes à entraînement spécial et qui vont être dans une rééducation physique. On va pas les exempter, on va les garder. Et on va essayer de travailler, voilà, à travers une gymnastique plus, voilà, orthopédique corrective pour les amener à corriger leurs défauts. Donc cette éducation corporelle, elle passe par cette vie au plein air, mais elle va passer bien évidemment par un programme d'éducation physique, alors là plus classique, puisqu'on va y retrouver un certain nombre d'éléments que vous connaissez, c'est-à-dire que dès que les jeunes vont arriver, eh bien, ils vont être soumis à un certain nombre de méthodes au cours de leur stage, de méthodes, on va voir, différentes d'éducation physique. Et là, donc, on va retrouver on va dire de la tradition, puisque la première méthode qui va être mise en avant, c'est le décrassage matinal. Alors c'est quoi? C'est-à-dire qu'au lever du réveil, les jeunes, vers 6h, 6h30 du matin, ils vont être entraînés tout de suite dans ce décrassage matinal. C'est-à-dire avant de déjeuner, on va les emmener faire une sport de gymnastique, alors qu'on pourrait comparer à une gymnastique suédoise, où on va mettre en avant, voilà, on va dire la mise en mouvement du corps à travers des gestes qu'on connaît bien au niveau des épaules, au niveau du bassin, au niveau du dos. Donc, bien évidemment, tout ça en plein air, le plus dévêtu possible. Donc, et comme le dit ce chef, plus le décrassage est désagréable, plus il forme le caractère. Parce que derrière, il y a ce côté aussi vénulent de formation morale. Donc là, on est plutôt sur une approche classique d'une éducation physique qu'on connaît bien. Autre éducation physique que vous connaissez bien, bien évidemment, on a vu depuis hier que la méthode Hébert était quand même la doctrine nationale de Vichy. Donc les jeunes vont être soumis à cette méthode à travers un certain nombre d'exercices. Là, je vous ai mis quelques images où voilà, on va travailler les différents groupes d'activités de la méthode Hébert. Alors bien évidemment, on a dit aussi que la méthode Hébert correspondait bien évidemment au projet Vichy autour du retour à la nature, autour du fait aussi que c'est une activité qui est facile à mettre en place, puisque les chantiers sont principalement placés dans des zones isolées près des forêts. Donc c'est-à-dire qu'il y a tout pour faire du vrai, on va dire du vrai hébertisme, à travers la forêt, etc. Donc il va y avoir cette méthode qui est mise en place. Autre activité phare, c'est la marche. Alors la marche sur toutes ses formes. L'ordre serré, donc vraiment la marche au pas, donc là la référence militaire est importante, mais aussi des randonnées. Et donc, vous voyez que ce que demande la part du tuteur, c'est qu'à la fin du stage des chantiers, les jeunes soient capables de marcher 25 à 30 km. Donc la marche fait partie du quotidien de ces jeunes. Autre pratique, alors là attention, c'est le sport. On a vu que le sport sous Vichy, oui, il va être mis en avant, mais dans les chantiers, il est très surveillé, puisque le sport peut amener à du désordre, et dans les chantiers, le désordre, c'est pas possible. Donc, oui, il va y avoir des équipes de foot, de basket, oui, il va y avoir quelques compétitions, mais tout ça, c'est très surveillé, puisque, bien évidemment, ça peut déboucher sur des comportements immoraux, mais aussi, n'oublions pas que le sport
est d'origine anglaise. Et quand on tient un discours anti-anglais, évidemment qu'on va privilégier les méthodes françaises, donc notamment la question d'Hébert. Donc le sport, il est pratiqué uniquement aussi par les forts. D'accord ? Il est réservé à ceux qui présentent le plus d'aptitudes. En termes d'innovation, je ne l'ai pas mis, il y a 2 grandes innovations, mais je vais aller rapidement parce qu'il me reste 5 minutes. Il va y avoir un brevet sportif chantier sur lequel je pourrais revenir, et il y a aussi la création d'un groupe unique des sportifs au sein des chantiers. Donc voilà, il y a une forme de 2 exemples d'innovation sur lesquels je pourrais revenir. Autre activité phare, le ski. Alors là, le ski, puisque bien évidemment, un certain nombre de groupements sont basés en moyenne et haute montagne, avec des sections de skieurs. Il y aura même l'organisation la seule cérémonie des Jeux d'hiver des chantiers, qui est une épreuve qui regroupe différents skieurs de différents groupements à Villard-de-Lans en janvier 1942. Donc ça sera la seule épreuve, mais elle sert aussi de propagande pour les chantiers, montrer voilà comment cette jeunesse se régénère. Et donc là, c'est un peu le discours, mais on va voir que la réalité va être un peu différente. D'abord, il y a plusieurs freins à cette activité, à cette éducation physique. D'abord, il y a le frein météorologique. Comme je vous disais, les chantiers sont basés dans des endroits où l'hiver, il peut y avoir des températures jusqu'à moins 20, moins 25, et où il peut y avoir 2 ou 3 mètres de neige. Donc, bien évidemment, dans ces conditions, la séance d'éducation physique, d'accord, n'a pas lieu. Donc ces contraintes météorologiques, voilà, font que cette éducation n'est pas forcément respectée. Autre frein, c'est le frein matériel. C'est-à-dire que même s'il y a un budget, il y a peu de matériel, il y a peu d'installations. S'il y a des installations, c'est aux jeunes de les construire. C'est-à-dire qu'on va construire des panneaux de basket, par exemple, pour la pratique du basket, ou un but de foot. Il y a aussi un éloignement avec les villages qui possèdent quelques installations. Donc, il faut faire quelquefois 15 km pour aller pratiquer. Donc, il y a voilà, cette difficulté qui va être ajoutée là. Alors, vraiment, la grande difficulté, c'est le manque de moniteurs pour encadrer ces séances d'éducation physique. Ça, c'est une permanence dès le début, dès juillet 40 jusqu'à leur fin en 1944. Tous les rapports montrent qu'il manque des moniteurs malgré l'organisation de stages, notamment dans le CREX de Boulouris, dans le Var, où il y a quelques stages qui sont organisés pour les chantiers, mais là, je pourrais y revenir dessus, il y a des fortes tensions avec le commissariat général qui refuse de prêter ces installations pour les chantiers de jeunesse. Donc il y a des passes d'armes entre la Porte du Teil, Borotra et Pasco sur le fait de disposer du centre de Boulouris pour organiser des stages propres aux chantiers. Le commissariat général aussi ne veut pas donner, par exemple, des équipements pour les chantiers, parce que ce n'est pas de son ressort. Ils doivent se débrouiller eux-mêmes. Donc vous voyez, voilà, il y a des tensions aussi entre le commissariat général à l'EGS et le commissariat général au chantier. Donc il y a un nombre de freins, et ça se retrouve bien évidemment jusqu'en 1943. Et un des freins importants, ce sont les jeunes eux-mêmes. Donc là, c'est là l'analyse d'en bas. Quand on regarde les comptes rendus des groupements, quand on lit les lettres postales qui sont envoyées par les jeunes à leurs parents, qu'est-ce qui ressort? Alors, au-delà de la critique générale des chantiers, on ne mange pas assez, on nous traite comme du bétail, les chefs nous punissent pour un rien, on travaille comme des forçats, et en plus, on nous fait faire de l'éducation physique dans des conditions extrêmes. Donc, il y a toute une revendication des jeunes qui critiquent cette éducation corporelle. Alors, évidemment, il faudrait nuancer, Bien évidemment, il y en a qui ont approuvé le stage, Mais dans une grande majorité, ce stage, il est mal perçu par ces jeunes qui pensent qu'ils ont autre chose à faire que de participer pendant 8 mois à faire un peu le scout, parce que dedans il y a des étudiants, il y a des artisans, il y a des fils d'agriculteurs, donc ils seraient peut-être plus utiles dans la vie, on va dire dans la vie civile. Et donc on lit dans ces comptes rendus une critique forte, si bien que on va même jusqu'à ne plus pratiquer certaines activités parce que les jeunes ils y vont, mais ils rechignent vraiment à y aller.
Et donc, on veut vraiment qu'ils s'investissent dans ces activités-là. Donc, voilà. Il y a vraiment une réalité qui est complètement différente des volontés. Et pour finir, ce qui va changer aussi, c'est, et là, on n'a peut-être pas beaucoup parlé de l'évolution du contexte de Vichy pour la jeunesse, c'est la question du STO. C'est-à-dire que les jeunes qui sont présents dans les chantiers en 1943, quand le STO va être mis en place, eh bien, concerne ces jeunes qui sont dans les chantiers. Et à partir de là, quand ces jeunes, vous imaginez des jeunes de 20 ans qui font leur stage et on leur dit, en plus de votre stage, vous allez partir en Allemagne. Donc, à partir de ce moment-là, c'est une explosion d'absence illégale, c'est l'explosion des réfractaires, c'est-à-dire que les jeunes vont, lors d'une après-midi, soit s'échapper, soit ne pas rentrer lorsqu'il y a comment, je sais plus, merde, je cherche mon mot. Bon, c'est pas grave. Et donc, il va y avoir cette explosion des absences de ce qu'on va appeler le réfractariat, c'est-à-dire que certains jeunes vont aussi se cacher, alors dans certains groupements avec le maquis qui commence aussi à être autour des chantiers, parce que là, je pourrais en parler aussi, c'est les tensions qui vont exister entre les chantiers, qui sont, n'oublions pas, un représentant de Vichy dans les villages, et autour, à partir de 1943, l'explosion des maquis. Pour avoir travaillé sur le groupement 11, qui se trouve à Villard-de-Lans, dans le Vercors, avec, vous imaginez l'importance qu'ont les maquis du Vercors, et donc on voit bien les tensions qui augmentent au fur et à mesure des mois entre ces villageois, ces maires, qui voient dans ces jeunes de Vichy, notamment dans les chefs, plus que les jeunes, eh bien, un représentant de Vichy, qui, évidemment, Vichy, qui collabore avec l'Allemagne au titre du STO. Donc, à partir de ce moment-là, 1943, les volontés ou les objectifs, pardon, j'ai dépassé, les objectifs éducatifs laissent place à des objectifs économiques. Si bien qu'au final, et je finirai là-dessus, on peut voir dans entre le dire et le faire, entre le dire, régénérer une jeunesse, en faire une jeunesse au service de l'idéal vichiste, un échec, tant les jeunes ont critiqué ce stage, et tant les conditions et l'évolution du contexte ont fait que les chantiers, à partir de 1943, vont plutôt travailler pour l'effort de guerre allemand que pour, on va dire, l'éducation de la jeunesse. Merci. Merci beaucoup. Que d'amélioration dans la maîtrise du temps. Je suis jeune, c'est pour ça. Voilà. On prend des questions. Y en a-t-il? Levez la main droite, mais évitez de l'attendre, parce que, vu le contexte. Bon. Bon, elle était facile. Bonjour, merci pour votre présentation tout d'abord. Moi j'avais une question concernant la population des jeunes. Quels âges ils avaient et combien de temps et à quelle période avaient lieu les stages? J'ai pas trop compris ça. Alors, les jeunes qui sont mobilisés, ils ont 20 ans. Donc c'est-à-dire que c'est la classe d'âge qui est née en 1920, 21, 22. Donc tu as 20 ans, tu dois faire ce stage. Donc tu reçois une convocation et tu es obligé de le faire. D'accord? Et ça, c'est à partir de la mise en place des chantiers, à partir, on va dire, officiellement, parce que ça apparaît un peu avant, là, voilà. Le 30 juillet, c'est la loi. Il y a une loi qui officialise les chantiers et le stage. Et donc, tous les 3 mois, il y a un nouveau contingent qui va arriver. D'accord? Donc, ce qui fait que, voilà, il va y avoir... donc, tu reçois une obligation de te rendre dans un groupement qui sont dispatchés en zone libre. Alors, il y en a beaucoup, Alpes, Auvergne, sud de la France, d'accord? Et donc, tu es obligé de t'y rendre. Et, alors, pour faire simple, c'est un peu comme une incorporation militaire. Donc, c'est-à-dire que tu arrives, on te donne ton pactage, tu vas dormir ici dans ce chalet-là avec tes camarades et tu vas commencer à effectuer des travaux,
selon aussi tes compétences, parce que si par exemple tu étais menuisier, bah, évidemment on va te mettre dans un endroit où tu vas être plus utile. Quand tu es étudiant, bah, les étudiants des fois qui sont qui ont des diplômes, on va leur donner la tâche de justement de mettre à niveau des mobilisés qui ont des difficultés soit à écrire, soit à lire. Donc il va y avoir des cours aussi, en gros, entre guillemets, des cours du soir. Donc chaque jeune va être aussi mis par rapport à ses compétences, que ce soit techniques, intellectuelles et sportives quelquefois. Et bien celui qui est le plus sportif, quand il n'y a pas de moniteur de paix, et ben avec le chef de groupe, il va se charger de l'éducation physique. Tu vois, donc ça tourne, et ce qui fait qu'au final, eh bien, il y aura à peu près 400 000 jeunes qui vont passer dans ce... Et qu'on retrouvera, parce que là, je m'arrête en 44, mais ce qui serait intéressant de creuser, c'est beaucoup sont passés par les chantiers, et on va les retrouver par la suite, dans certains ministères, qui vont être profs de PS, qui vont être formateurs. On parlait d'Emmanuel Mounier hier, par exemple, il était intervenant à l'école des cadres d'Uriage, par exemple, ou Joffre du Masdier. Donc il y a beaucoup. Alors c'est pas les chantiers, mais il y a des gens qui vont voir dans le stage des chantiers aussi un bienfait. Bon, c'est peut-être parce qu'ils avaient 20 ans à ce moment-là, ils étaient contents. C'est comme si nous on disait le service militaire c'était bien. Bah oui, on était jeunes, mais tout compte fait c'était pas si bien que ça. C'est bon? Bonjour, merci de votre présentation. Moi j'avais une question parce que du coup ces chantiers ils ont été rendus obligatoires par le régime de Vichy si j'ai bien compris. Donc vu qu'ils étaient obligatoires à tout le monde, j'ai pas trop compris pourquoi ils ont laissé un petit peu se débrouiller sur les infrastructures et sur la formation des moniteurs. Est-ce que c'était parce que ils avaient des problèmes au vu de l'opinion qui se faisait sur ces chantiers, ou si c'était peut-être des problèmes financiers, je savais pas trop. Tu peux répéter parce que j'ai pas très bien... Donc, la question des infrastructures en fait, et des difficultés à mettre en place les chantiers, c'est ça hein? Oui, c'est ça. Et puis pourquoi en fait le CGEGS du coup les aidait pas forcément sur cette partie-là? Alors, pourquoi il l'aidait pas? C'est parce que je pense qu'il y avait aussi peut-être des tensions entre les individus, mais l'idée, c'était pour le commissariat général à l'EGS, sa volonté, c'est d'aider le monde sportif, prioritairement. Donc les associations, etc., les centres de formation. Et donc, ils ne voient pas dans les chantiers l'utilité de les aider parce que les chantiers, entre guillemets, ont aussi une forme d'autonomie. Ils sont rattachés à l'éducation nationale, donc ils peuvent demander aussi des moyens à l'éducation nationale. Donc c'est deux commissariats, d'accord, différents. Mais, bien évidemment, comme l'idée, c'est quand même de développer la pratique physique, etc. Donc, il y a des tensions entre les hommes, qu'on retrouve vraiment dans des lettres adressées. Et le fait aussi que ces groupements soient éloignés des villages qui ont des installations, eh bien, les amène à construire eux-mêmes leurs installations. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ne reçoivent rien. Ils reçoivent quelquefois des maillots, mais ils reçoivent, par exemple, 30 maillots pour 150 jeunes. Mais il y a quand même des efforts. Mais c'est trop peu. Et donc, ils doivent se débrouiller tout seuls. C'est-à-dire qu'il y a quand même, j'ai lu dans les comptes rendus, on fait quand même de l'éducation physique, quelquefois en sabot. Parce qu'il n'y a pas de... Alors, c'est pas des baskets, mais c'est des espadrilles. Il n'y en a pas. Donc, au lieu de faire nu-pied, ils sont en sabot parce que c'est ce qu'ils ont. Donc après, il y a aussi une adaptation. Quelquefois, il y a des demandes de fabriquer des maillots à travers des parachutes qui étaient dans les stocks. Et donc, on demande si on peut le faire. Donc, il y a aussi une espèce d'adaptation au contexte. Mais le commissariat général à l'EGS, lui, donne le monde sportif. Et même le monde sportif ne reçoit pas non plus tout ce qu'il veut par rapport à ces différentes demandes de maillots, de shorts, de ballons ou quoi que ce soit. Merci Christophe. Je vais rebondir d'abord sur la communication de Michael, parce que pour revenir à la tienne, j'ai bien aimé
les évocations chiffrées de Michael qui montrent effectivement que le terreau de la sportivisation, entre guillemets, du sport date bien avant des années 50. On le voit avec tes chiffres qui sont très précis autour des années 30 et au tournant des années 40. Et donc ça me fait rebondir sur ta communication. De mémoire, on a entre 30 et 50 000 licenciés dans les années 40. Michael l'a montré. Et je crois que de mémoire, juste pour faire des jeux d'échelle, dans ton ouvrage, dans ton bel ouvrage là, sur les chantiers de jeunesse, j'ai un vague souvenir, tu évoquais entre 400 et 500 000 jeunes dans les chantiers de jeunesse. Alors j'aurais, si tu voulais confirmer ce chiffre-là, pour le jeu d'échelle. Et puis, par rapport à ce que tu dis, et ce qui confirmerait la dynamique que nous évoque Michael sur la sportivisation, au-delà du côté idéologique très marqué de l'utilisation de la méthode naturelle dans les chantiers par Vichy, est-ce que tu penses que finalement cette souffrance quotidienne dans les chantiers a pas participé sur le terrain par les acteurs jeunes à une forme de ringardisation de la méthode naturelle en fait? Donc j'ai deux questions sur les chiffres et puis sur. Oui, alors sur les chiffres, oui, on est un peu. Alors les chiffres, c'est compliqué parce que dans les archives, voilà, il y a tellement de. Ça part un peu dans tous les sens. Il n'y a pas de classement forcément. Alors quand j'ai pris les cartons sur les incorporations, j'en ai déduit à peu près. Et puis par rapport aussi à différents articles qui avaient été écrits, à peu près 400 000 jeunes qui seraient passés dans ces. Évidemment avec surtout 41, 42, puisqu'à partir de mars 1943, quand les chantiers passent à la production industrielle, qui sort de l'éducation nationale, on réduit les effectifs à 30 000. Donc la grande partie, c'est plutôt 40. Alors après, sur le sport, quand on lit un petit peu les comptes rendus, j'avais mis quelques exemples. Les chefs qui écrivent ces comptes rendus-là disent bien qu'au niveau sportif, les jeunes sont nuls. Voilà. Ils sont nullissimes même. C'est-à-dire qu'ils sont étonnés, ces chefs, ils sont étonnés du faible niveau physique de ces jeunes. On leur fait courir un cross, etc. Certains même passent le brevet sportif national et ne le réussissent pas. Donc il y a une inquiétude sur l'état un peu physique et sportif, parce qu'il n'y a pas beaucoup de sportifs. Hein. Ceux qui font les équipes, c'est très peu au final. C'est surtout la méthode Hébert, bien évidemment, mais je pense pas qu'il y ait, j'ai pas vu de ringardisation. Les jeunes qui fassent du sport, alors ça leur, évidemment pour les sportifs, ça leur permet de changer un petit peu du quotidien. Tu vois, c'est aussi le caractère un peu ludique, délassement, etc. Mais au final, il y a peu de rencontres, hein, parce que il faut que les jeunes aillent rencontrer quelquefois des équipes fédérales, mais ça se fait difficilement. Si c'est entre groupes, etc., il faut se déplacer, etc., donc c'est difficile. Donc voilà, eux, pour la majorité des jeunes, vraiment, beaucoup rejettent cette méthode. Alors peut-être que, est-ce qu'ils rejettent parce qu'ils trouvent ça ringard? Mais je pense qu'ils en ont fait à l'école, donc ils connaissent. Est-ce qu'ils rejettent parce qu'ils ont faim, ils ont froid, et ils voudraient bien être ailleurs? Donc ça participe au rejet global, on va dire, des chantiers. Et surtout, ce qui va revenir, qu'on retrouve dans toutes les lettres, c'est le manque de nourriture, quoi. Qui va amener même des parents à écrire des lettres. On parlait de délation tout à l'heure. On retrouve des lettres de parents qui disent mon fils, dans son chantier, il ne mange pas, il est traité comme vous pouvez faire quelque chose, monsieur, parce que voilà. Tu vois, donc il y a du sport, mais ça reste vraiment, ça reste déjà pour ceux qui peuvent le faire, ça reste marginal par rapport aux autres pratiques. En gros, les pratiques les principales, c'est le décrassage et du Hébert. Tu vois, le sport, c'est le dimanche. Tu vois, quand il y a, je sais, chercher mon mot, permission. Quand il y a, on fait du sport parce qu'on peut pas rentrer à la maison, mais c'est tout, et ça reste, voilà. Mais après, dans les comptes rendus, on est vraiment, il y a vraiment une inquiétude sur l'état physique de ces jeunes, et
du fait que peu ont pratiqué du sport. Notamment quand on leur fait passer le brevet sportif national, où là, les résultats sont très mauvais. Enfin, ils inquiètent, quoi. D'accord. Moi, je m'autorise une dernière question, comme ça, Doriane, la chef de groupe, va se préparer. Moi, je me demande, enfin, parce que j'ai lu ton travail et puis je t'entends là, je me demande si finalement, dès le départ, les chantiers de la jeunesse ne sont pas voués à l'échec. Parce que, alors, tu as bien expliqué les tensions institutionnelles qui font que c'est quelque chose qui est dans un entre-deux permanent et tiraillé entre les différentes instances ministérielles et gouvernementales. 2, c'est une sorte d'auberge espagnole, hein. On met un peu d'éducation physique, un peu d'éducation morale, un peu d'éducation intellectuelle. C'est une main-d'œuvre taillable et corvéable à merci parce que de toute façon, les conditions sont celles-là. 3, c'est pas véritablement une école de formation des cadres parce que, tu l'as redit, il y a Uriage qui est vraiment la machine à fabriquer, entre guillemets, les futurs cadres dont le régime a besoin. Parce que, je rappelle pour les étudiants, le régime de Vichy en 1940 pense qu'il va durer. Et ils pensent qu'ils vont durer longtemps, hein. Il y a aussi cette lecture-là du régime sur le long terme au départ qui fait qu'on met ça en place. Et donc, je me demande si, dès le départ, le côté hybride du machin, entre guillemets, n'est pas la cause de son délitement progressif et qui fait que, ce que tu as vraiment très bien expliqué, c'est cette sorte de résistance, avec les guillemets, qui s'impose par le bas. Il y a une force d'inertie. Enfin, moi, je me souviens des chapitres du livre consacrés à ça qui le dit bien. Mais finalement, en haut, personne n'y croit. Alors, ça va même jusqu'à... Quand de la Porte d'Auteuil prend la tête des chantiers, donc en gros ça commence juin 40. Donc on veut regrouper les jeunes et on demande à la Porte d'Auteuil, comme il est directeur de l'école de guerre, etc. Donc il a une expérience de s'occuper de ces jeunes démobilisés. Et donc il met en place, et j'ai retrouvé une lettre. Ça doit être, donc c'est juin, juillet, ça doit être juillet, allez, août. Il dit, je vais démissionner. Je vais arrêter. Parce que ça ne fonctionne pas du tout. Pas comme je le veux. Donc lui-même, déjà, se dit qu'on lui met des bâtons dans les roues, etc. Il y a des jeunes qui repartent chez eux parce que, ils ont, voilà... Soit il y a des jeunes qui habitent en zone occupée. Donc il y a tout un contexte qui fait que même lui, à un moment donné, envoie sa lettre, hein, en disant je ne peux pas continuer dans ces conditions-là. Donc il y a ça. Ensuite, dès le départ, comme tu dis, il y a toutes les critiques qui tombent sur les chantiers. Les collaborationnistes, alors eux, ils y vont franco. Pour eux, c'est des simples boy scouts. Voilà, ça n'a aucune utilité pour la France nouvelle, etc. Ça manque de virilité. Voilà, tout le discours. Dans les journaux, ils se font sabrer, mais bien. Les parents qui disent mais non, attendez, mon fils il travaille à la ferme, pourquoi il irait partir 8 mois alors que j'ai besoin de lui, que mon mari il est prisonnier de guerre. Les étudiants qui vont, pour certains ils sont même instituteurs, donc ils vont faire le stage. Il y a tous les différents métiers, les parents viennent envoyer des lettres pour que leur fils ne parte pas. Il y en a qui se font exempter. Bon, après il y a des possibilités si on est père de famille ou des choses comme ça. Et au fur et à mesure, évidemment que devant l'évolution du contexte, puisque à partir de 43, qu'est-ce qui va leur tomber dessus? Les maquisards et la résistance. Alors là, ils vont y aller aussi pareil franco, en leur disant mais attendez, les jeunes là, bougez-vous un peu, rejoignez-nous parce que n'allez pas au stage parce que vous allez déjà vous servez Pétain, vous servez Laval, vous servez les Allemands et en plus vous allez partir en Allemagne. Donc rejoignez-nous. Donc il y a des tracts qui sont envoyés, il y a même les maquis qui viennent piller les chantiers. Hein, donc voilà, il y a tout un ensemble d'acteurs qui sont assez dubitatifs au départ et puis qui vont vraiment contester, ce qui fait que ils vont perdurer ces chantiers parce qu'ils vont quand même arrêter en juin 44, mais à partir de janvier, ce n'est plus la même chose. Ça devient
de la porte du Teil est arrêté. Bon, pour résistance, bon, ça serait quand même à vérifier. En janvier 1944, ils sont aux mains de collaborationnistes. Ce sont eux qui vont diriger les chantiers. Alors là, ils donnent une autre optique. Hein. C'est servir l'intérêt allemand. Donc là, le caractère éducatif, tout ça, ça disparaît. Donc voilà, et là, évidemment, avec le STO, etc., il va y avoir le délitement progressif de l'organisation, et ce qui fait que ça a perduré. Voilà, après, il faudrait aussi... il y a aussi le rôle des chefs, des chefs des groupements eux-mêmes. Parce qu'il y en a qui croient en Pétain. Beaucoup sont pétainistes. Mais beaucoup vont être déçus. Notamment quand on va commencer à parler de la collaboration, qui vont être sans trahis. Donc ils vont se tourner aussi vers les maquis ou vers la France libre, etc. Donc il y a le rôle interne aussi des chefs qui vont donner un discours différent, qui vont amener les jeunes aussi à prendre conscience que leur rôle est peut-être autre que de servir Pétain. Donc tu vois, comme tu dis, c'était pas gagné d'avance, ça a perduré tant que ça a pu, dans des conditions difficiles. Et puis à 1943, ça a explosé, quoi. Ok, merci beaucoup.